Une question du chat de Clems himself. Un mot sur le 10 septembre? Un mot sur le 10 septembre. Le 10 septembre. Ah oui, le 10 septembre, oui. Ah bah ça va dans le sens de ce que l'on... le sens de ce que je disais, c'est que beaucoup de gens anticipent une rentrée un peu délicate. Bon, les gens sont extrêmement mécontents. Vous avez vu qu'il y a ce projet de budget où l'on a mis en avant d'ailleurs la suppression de 2 jours fériés, assez probablement d'ailleurs comme des leurres, comme des poires pour la soif, comme on dit, c'est-à-dire pour ensuite revenir dessus en disant bah, finalement, allez, on ne supprime pas ces 2 jours fériés et ça sera présenté comme une victoire par le Rassemblement national ou par je ne sais quel syndicat, alors que par ailleurs il y aura eu des mesures très sévères qui auront été prises, notamment sur les retraites, notamment sur les fonctionnaires, etc. Bon. Donc l'atmosphère est très très mauvaise. Et c'est dans ce cadre d'une atmosphère très mauvaise qu'on a vu apparaître ce mot d'ordre sur le 10 septembre. Alors moi, personnellement, j'ai le calme des vieilles troupes. Je vais peut-être choquer certains qui m'écoutent, mais je voudrais quand même leur dire le fond de ma pensée. Premièrement, qui a décidé de faire quoi le 10 septembre? Personne ne sait. C'est un mouvement qui est... On ne sait pas qui est à l'origine de ce truc. Donc déjà, signal rouge. Normalement, dans une démocratie, ça doit être la transparence et de la responsabilité. Les acteurs doivent être connus, responsables, on doit savoir qui c'est, pour qui ils travaillent, quel est leur objectif. Là, on ne sait pas. Donc il y a un mystérieux ou des mystérieux organisateurs qui ont lancé cette affaire du 10 septembre. Premier point. Deuxièmement, on ne sait pas en quoi ça consiste. Je vois des gens qui me disent 10 septembre, et je dis quoi 10 septembre? Alors je regarde les réseaux sociaux, il y en a qui disent ah ben il va falloir retirer tout notre argent des banques ce jour-là. Il y en a d'autres qui disent non pas du tout, c'est une grève générale, il ne faut pas aller travailler. Il y en a d'autres qui disent c'est la grève de la consommation, on n'achète rien. Il y en a d'autres qui disent on va faire des grandes manifestations. Enfin, donc chacun a son 10 septembre. Bon, ben aussi c'est bizarre, ça n'existe pas un truc comme ça. C'est quelque chose qui est complètement désorganisé. Troisièmement, on ne fait pas une révolution en l'annonçant 2 mois et demi à l'avance. Ça n'existe pas non plus, ça, cette histoire-là. Hein. Donc là, enfin, oui, c'est pas tout à fait 2 mois et demi, mais ça fait 2 mois. Bon. Moi, je trouve ça bizarre. Voilà. Pourquoi le 10 septembre? Pourquoi pas dès maintenant? Alors, il y a des gens qui disent oui, mais les gens sont en vacances. Oui, bon, d'accord, mais si les gens sont en vacances, la révolution peut donc attendre. Bon, c'est très bizarre. Voilà. Et puis, tout ceci me laisse un goût d'autant plus circonspect que je vois que c'est assez relayé dans les grands médias. Or, dans les médias, quand des médias relayent quelque chose, les grands médias du système, c'est alors là le signal rouge absolu. Hein. Je suis bien payé, si j'ose dire, c'est-à-dire je ne suis pas payé justement, pour savoir que depuis 18 ans, et ça s'est aggravé depuis quelques années, nous sommes totalement interdits d'antenne, totalement blacklistés. Alors que le UPR-TV, qui va bientôt franchir les 500 000 abonnés, est de très loin la chaîne de télévision d'un parti politique. Je dis bien d'un parti politique. La chaîne personnelle de Mélenchon fait davantage. Mais le UPR-TV est la chaîne sur UPR-TV, sur YouTube, d'un parti politique qui a de très loin le plus grand nombre d'abonnés. Hein, avec bientôt, on est à 499 000 et quelques abonnés. On va bientôt franchir les 500 000 abonnés. Le Rassemblement national qui arrive après nous a 80 000 abonnés, 85 000 abonnés. Voilà. Et Horizon de monsieur Édouard Philippe, dont on nous dit que c'est l'homme politique préféré des Français, je crois qu'il est quelque chose comme 300 000 abonnés. Voilà. Donc ça pour montrer un petit peu hein, le problème. Donc nous, on est totalement interdit d'antenne, alors que normalement, dans une démocratie normale, compte tenu des scores que nous faisons sur Internet et de l'écoute et de l'audience que nous avons, je devrais sans arrêt être invité sur les médias du système. Alors comment se fait-il que Asselineau ne soit jamais invité sur les médias du système et que d'un seul coup on entend promouvoir ce truc du 10 septembre un peu partout? Un signal rouge qui s'allume également. Alors, moi, je comprends que les gens soient absolument excédés. Et moi donc. Hein. Ça fait 18 ans hein, que je me bats, que j'ai
en fait mis un terme à ma carrière administrative normale, que j'ai fait une croix sur mes perspectives de direction ou de présidence de grandes banques françaises où j'aurais gagné des sommes absolument monumentales. J'ai fait ça pour mon pays, pour défendre mon pays. Donc je suis le premier à savoir à quel point nous devons nous battre pour défendre notre pays, nos libertés, notre niveau de vie, notre souveraineté, notre indépendance, notre identité nationale. Voilà, je fais que ça depuis 18 ans. Mais ça ne m'empêche pas non plus d'être lucide. Et j'invite toutes les personnes qui m'écoutent ici à réfléchir à ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes. Parce que les Gilets jaunes, c'était un mouvement qui avait suscité beaucoup de sympathie, mais qui s'était développé avec une petite musique que j'entends de nouveau aujourd'hui, c'est-à-dire la petite musique qui consiste à dire « Ah non, non, nous, on veut surtout pas aucun politique, pas de récupération, etc. » Moi, j'avais essayé de rencontrer un ou deux leaders de Gilets jaunes, m'étaient fait envoyer sur l'Hérault, sur le thème « Non, 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 on veut pas de vous, pas de récupération politique, nous, on est le peuple, il n'y a pas d'homme providentiel, etc. » J'ai pas dit que j'étais un homme providentiel. Ce que je disais simplement, c'est que l'expérience historique en France et dans tous les pays du monde, c'est que lorsque l'on veut vraiment avoir un vrai changement politique, il faut qu'il y ait une organisation. Enfin, je vous renvoie à tous les principes du marxisme-léninisme, par exemple. Hein. C'est que sinon, c'est du romantisme et du folklore. Qu'est-ce qui s'est passé avec l'affaire des Gilets jaunes, en fait ? Il s'est passé qu'on a eu affaire à plein de gens de très très bonne volonté. Moi, je suis allé sur des ronds-points, je suis allé voir des Gilets jaunes, j'ai discuté avec eux. Il y avait énormément de gens qui étaient parfois d'une candeur et d'une volonté de se battre pour le pays qui faisait chaud au cœur. Bon. Mais qu'est-ce qui s'est passé, en fait ? Mais il s'est passé que d'un seul coup, on a appris qu'il y avait des leaders de ce truc. Mais qui c'est qui avait choisi les leaders, au fait ? C'était les médias qui avaient choisi les leaders. Hein, c'est que les mêmes qui nous disent « Ah non, non, faut surtout pas se mettre derrière tel ou tel parti politique », en fait, la nature a horreur du vide. Il n'y a pas d'organisation politique, d'organisation humaine quelle qu'elle soit, d'ailleurs, que ce soit l'Église catholique, que ce soit Ron Poulenc ou que ce soit les Gilets jaunes, il y a une nécessité d'avoir des gens qui prennent les décisions. Voilà, qui disent, voilà, on va faire ci, on va faire ci, on va faire ça. Donc émergent naturellement des leaders des Gilets jaunes. Et qui est-ce qui les sélectionne ? Les médias. Voilà. Donc coucou les revoilous. Or, il se trouve que parmi les Gilets jaunes, moi, c'est une occasion formidable qui a été ratée. C'est que moi, quand j'arrivais, que je disais, écoutez, il faudrait que vous réfléchissiez, que vous nous rejoigniez dans la demande de sortir de l'Union européenne, mais qu'est-ce que je me faisais envoyer sur les roses ? Parce que, notamment, un certain nombre des leaders qui étaient mis en avant par les médias, comme par hasard, ne voulaient pas sortir de l'Union européenne. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et moi, ce que je crains, ce qui s'est passé, ce que je crains, c'est qu'il se repasse ce qui s'est déjà passé. C'est-à-dire que lorsque vous avez un mouvement qui fédère dans des manifestations des gens dont les opinions sont parfois extrêmement divergentes. Vous avez parmi les Gilets jaunes, il y avait des Gilets jaunes de droite, vous aviez des Gilets jaunes qui votaient Le Pen, vous aviez des Gilets jaunes qui votaient pour les Républicains, vous aviez des Gilets jaunes qui votaient pour les socialistes, vous aviez des Gilets jaunes qui votaient pour l'extrême gauche, vous aviez des Gilets jaunes qui étaient parmi les antifas, vous aviez vraiment des gens de toute nature, et ils n'avaient pas, à part un mouvement protestataire, mais il n'y avait pas d'idéologie, il n'y avait pas d'analyse commune, il n'y avait pas de programme commun, il n'y avait pas... Donc c'est parti en quenouille. Voilà. C'est d'autant plus parti en quenouille qu'il y a eu un jeu très malicieux, au sens malveillant, plein de malice, hein, dans le mot puissant de la malice, le mal, organisé par les médias, qui ont fait ce triptyque qui a été théorisé il n'y a pas si longtemps il y avait un essai qui avait été fait par je ne sais plus quel essayiste sur la politique française, qui caractérisait le rôle des médias vis-à-vis des politiques par les 3 L. Voilà. On lèche, on lâche, on lynche. Voilà. C'est-à-dire que dans un premier temps, les médias ont fait monter en puissance des gilets jaunes qui n'en croyaient pas leurs yeux. D'ailleurs, les mêmes qui disaient, avant les débuts des manifestations, qu'eux, ils voulaient pas d'homme providentiel, d'un seul coup, étant courtisés par les médias, se sont mis à avoir un melon absolument énorme. Ils ont cru que ça y était, c'était arrivé.
Donc ça, c'était la partie lèche. Et puis après, quand ça a pris une très grande importance, ça a été la partie lâche. C'est-à-dire que d'un seul coup, les médias ont commencé à dire qu'il y avait des troubles ici et ça. Et puis la troisième partie, ça a été la partie lynche. Et c'est facile d'organiser le lynchage d'un mouvement comme ça parce que il y a en France des officines qui gravitent près du ministère de l'Intérieur, hein, par exemple, ou ailleurs, qui peuvent très facilement infiltrer ces mouvements pour les pourrir de l'intérieur. C'est ce qui s'est passé. Il y a eu des casseurs qui ont été lancés parmi les Gilets jaunes. Il y a eu des Black Blocs dont parfois les liens avec le ministère de l'Intérieur devraient faire l'objet d'un examen approfondi par des journalistes d'investigation. Donc lorsque, d'un seul coup, on a présenté avec le relais médiatique les Gilets jaunes qui étaient d'un seul coup devenus des casseurs. Évidemment, comme d'habitude dans ce genre de situation, la France profonde, les gens dans les campagnes, les petits commerçants, les artisans, etc., ont vu ça avec terreur en se disant « Mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là ?» Et puis c'est pas tout. On a vu des gilets jaunes qui ont commencé à tenir des propos du style « Tout ça, c'est de la faute aux juifs ». Donc ça y est. Alors là, vous avez eu des gens style qui sont spécialisés dans ce domaine, hein, du style le magazine comment ça s'appelle comment il s'appelle enfin bref qui vont venir voir, qui vont filmer, qui vont enregistrer et puis qui vont dire ensuite vous voyez ce sont des antisémites. C'est ce qui est arrivé aux gilets jaunes. Parce que ça pouvait très bien être des comparses. Et vous en avez d'autres, par exemple, qui vont être des islamo-gauchias, comme vont dire les gens de droite, c'est-à-dire qui vont tenir des propos islamistes, etc., qui auront infiltré les gilets jaunes. Et après, ça y est, c'est terminé. C'est terminé. C'est vraiment, il faut comprendre ça. Hein. Voilà, oui, ce que je cherchais, le nom que je cherchais, c'était Yann Barthès de Quotidien. Ce genre d'émissions qui ont parti lié pour essayer de pourrir un mouvement. Voilà, je suis désolé de vous dire ce qui est la vérité. Moi, je l'ai noté. Moi, ça fait 18 ans que je suis dans ce milieu. C'est pour ça que je suis raisonnablement pessimiste et inquiet sur cette affaire. S'il y a des manifestations, peut-être que j'irai, mais j'irai en sachant très bien que ça ne changera rien. Il y a d'ailleurs des spécialistes des manifestations. Monsieur Philippot, ça fait 3 ans qu'il fait des manifestations comme ça dans le 5e, 6e, 7e arrondissement. Ça n'a strictement rien changé à rien. Ça a plus exactement, si ça a un effet, c'est un effet de désespoir sur les gens. Les gens, s'ils se disent « à quoi bon ? À quoi bon ?» D'ailleurs, ça a été le rôle joué par les Gilets jaunes. Ça a introduit un désespoir. D'ailleurs, il y a eu, après les Gilets jaunes, vous vous rappelez, il y a eu les cahiers de doléances, etc., où il y a eu des millions de Français qui sont allés écrire des cahiers de doléances. Tout ça a été ensuite classé verticalement, ça a été mis au panier. Donc moi, je ne sais pas ce qui se cache derrière, mais je n'exclus pas du tout que ce soit des spécialistes en opérations psychologiques qui soient à la manœuvre derrière ça pour essayer de lancer les Français de nouveau dans une opération sans lendemain, dans une opération où on va faire mousser les choses et puis qu'on va faire en sorte que les gens se bouffent le nez. D'ailleurs, j'ai commencé à regarder là sur Internet. Je vois qu'il y a d'ores et déjà des gens qui disent « Ah, moi, je n'irai pas manifester s'il y a des drapeaux palestiniens, etc. Le Hamas, les islamo-gauchiens, je ne veux pas en entendre parler. » J'ai vu des gens qui disent ça. Il y en a d'autres qui disent « Hors de question, avec la fachosphère, je ne veux pas y aller. » Et ça y est, c'est parti pour la gloire. Voilà, sans compter certains qui vont dire en fait ils travaillent pour LFI. Les rumeurs sur Jérôme Rodriguez, paraît que c'est pas vrai, mais enfin il y a des rumeurs comme quoi il avait appelé à voter Macron pour faire barrage à Le Pen. Je crois que c'est pas vrai. En revanche, il y a quelque chose qui est vrai. C'est qu'il y a quelqu'un qu'en ce moment qu'on met un petit peu en avant là, dans les médias, c'est Alexandre Jardin. Alors Alexandre Jardin, c'est quand même pas quelqu'un qui est un inconnu. Alexandre Jardin, il s'est pointé à chaque fois qu'il y a eu une élection présidentielle, et là, il a pris l'initiative d'être à la tête d'un mouvement qui s'appelle les Gueux. Bon, alors il y a des gens qui disent « Ah voilà, quelqu'un qui s'occupe de nous ». Oui, non mais attendez, Alexandre Jardin, il avait déjà fait le coup de jouer comme ça les propos de quelqu'un qui va fédérer les manifestants, parler au nom du peuple, c'est ça, voilà, voilà, les gens qui disent « Ah bravo, c'est formidable ». Sauf qu'il faut toujours gratter un petit peu derrière, hein. Et je le disais ce matin d'ailleurs à Nicolas Stocker là, sur GPTV, je le redis ce soir. Vous avez une espèce de jugement très facile à faire pour savoir si vous avez affaire à un vrai
ou à un faux opposant, il y a deux choses suffisent. Premièrement, est-ce que l'opposant en question, il explique que le problème numéro 1 de la France, c'est que les Français ont perdu leur souveraineté nationale et que nous ne pourrons rien régler tant qu'on sera dans l'UE, dans l'euro et dans l'OTAN. Est-ce qu'il propose ou pas ça? Si le responsable en question n'en parle pas, refuse le Frexit, refuse la sortie de l'UE en disant « mais non, c'est trop compliqué, on va changer l'UE de l'intérieur », etc. Déjà, c'est terminé. Vous avez affaire à quelqu'un qui vous enfume. Il n'y a que ça, d'ailleurs, dans la scène politique française. À part moi, à part quelques autres. Il y a quand même, on a relevé, il y a plus d'une trentaine de petits mouvements politiques qui se sont créés sur l'imitation de l'UPR. Donc le premier point, c'est ça. Et le deuxième point, c'est est-ce que oui ou non, il a accès aux grands médias. Voilà. Et si la personne propose de sortir de l'UE, de l'euro, de l'OTAN, et est invisibilisée médiatiquement, vous pouvez lui faire confiance. C'est moi. Vous pouvez me faire confiance. 18 ans se sont écoulés qui sont là pour le prouver. Maintenant, si vous avez un monsieur Alexandre Jardin qui est médiatisé, qui ne parle jamais ni de l'Union européenne, ni de l'euro, ni de l'OTAN, et qui, en 2017 comme en 2022, au bout du compte, a appelé à voter Macron, ben vous pouvez être certain que c'est un agent du système, que c'est quelqu'un qui est là pour ramener sa fraise et pour, en fait, il se autoproclame le représentant des gueux, mais il n'est pas du tout, il n'est pas du tout le représentant des gueux. Il est des gueux, tout simplement, si j'ose dire. Voilà. C'est-à-dire, c'est vraiment une manipulation de l'opinion publique. Il n'y a pas que lui, d'ailleurs. Je vois ces temps-ci M. Dominique de Villepin, qui a eu droit à des trucs extraordinaires dans la presse. J'ai vu des tweets de M. de Villepin hier. Je me suis vraiment frotté les yeux pour essayer de voir. C'est absolument incroyable. Je crois qu'il faudra que je fasse une vidéo là-dessus. C'est inimaginable, en fait. M. de Villepin a expliqué les problèmes de la loi dont on parlera peut-être. Il y a peut-être des questions sur la fameuse loi Duplon. M. de Villepin a expliqué que le XXIe siècle, c'était « cours camarade, l'ancien monde est derrière toi », c'est un slogan communiste. Il a expliqué que l'ancien monde, c'était le monde du conflit, etc., qu'on entrait le XXIe siècle. La bonne nouvelle, c'est qu'on entrait dans un nouveau monde le XXIe siècle, c'était le monde du passage de seuil. Il a fait un baratin, il y en a pour, je sais pas, il y en a l'équivalent de peut-être une dizaine de pages en 2 tweets immenses, mais il faut aller le lire. Si j'avais le temps, je le ferais maintenant. C'est incroyable. C'est du blabla, mais je rappelle que M. de Villepin, outre que son employeur a été le Qatar, je rappelle que M. de Villepin refuse de sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. C'est point barre, c'est terminé. Voilà. Donc voilà ce que je pense de ce 10 septembre. Si d'aventure je suis désavoué par les événements, je le reconnais très bien volontiers. Mais bon, non, c'est pas comme ça que ça marche. Moi, ce que je voudrais dire ici... Alors je sais que je vais dire, les gens vont dire il prêche pour sa paroisse, mais c'est normal. J'y crois, puisque ça fait 18 ans que je fais. Toute l'expérience historique de tous les mouvements révolutionnaires, et l'UPR est un mouvement révolutionnaire. C'est pas un mouvement, j'ai pas les cheveux comme ça, voilà, je suis pas un punk à chien, etc. Non. C'est un mouvement qui est un mouvement serein, mais c'est un mouvement révolutionnaire, comme De Gaulle était un homme révolutionnaire. De Gaulle, c'était l'homme qui avait su dire non. Donc un mouvement, pour qu'il y ait un mouvement révolutionnaire, il faut qu'il y ait une véritable analyse de fond, une vision de fond. Il faut que ça se traduise par un programme très précis. Pas des trucs à la Villepin du style « ce qu'il nous faut, c'est avoir un programme sur le passage des seuils », parce que ça ne veut rien dire. Les pauvres artisans, commerçants, agriculteurs, ouvriers, etc., qui sont laissés sur le carreau, quand ils lisent ça, ils se disent « mais c'est quoi ce type ? Ça n'a aucun sens !» C'est un truc germano-pratin, comme on dit à Paris, c'est-à-dire du côté du boulevard Saint-Germain. C'est un type de grand bourgeois qui fait des phrases, de la phraséologie. Non, ce qu'il faut, c'est ensuite avoir un programme extrêmement concret, pragmatique. Et je me flatte que l'UPR a le programme le plus complet, le plus pragmatique qui soit, même si tout a été fait dans les médias pour le cacher. Et je rappelle à ceux qui auraient des doutes que c'est très facile de le trouver. Il suffit de taper Asselineau programme sur Google et puis vous appuyez sur le bouton. Et vous débarquez directement sur le programme avec les 28 chapitres. Voilà. Donc on ne peut pas dire que nous n'avons pas de programme. Allez le consulter.
Il faut, pour qu'il y ait un phénomène révolutionnaire, il faut qu'il y ait une organisation, un appareil politique. Il faut que cet appareil il est nécessaire parce que justement il est là pour cadrer et encadrer les militants, pour éviter qu'il y ait les traquenards, hein, style que le magazine quotidien, pour éviter que nous on fait à chaque fois que nous faisons nous des manifestations, des réunions publiques, ça se passe toujours très bien. Parce que nous, chez nous, il n'y a pas les Black Blocs, il n'y a pas les ci, il n'y a pas les ça. Hein, on n'y a pas. Nous, les gens savent qu'en adhérant à l'UPR, c'est un parti qui refuse tout extrémisme, tout racisme, tout antisémitisme. Et lorsque ici ou là, ça nous est arrivé d'être confrontés à des personnes comme ça, on leur a présenté la porte de sortie. Donc tout ça, c'est important parce que c'est comme ça qu'il faut mener un mouvement révolutionnaire. Il faut être prudent comme un serpent et doux comme une colombe. C'est un conseil du Christ. Voilà. Il faut être à la fois les deux. Il faut être à la fois extrêmement prudent parce que c'est un univers, l'univers médiatique où tout est fait pour nous torpiller, me torpiller. Mais il faut aussi, et donc il faut être très 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 prudent, mais il faut aussi avoir cet élan vital, si j'ose dire, qui est de se battre pour notre pays avec un véritable programme. Eh bien, je peux vous dire que si, au mouvement des Gilets jaunes, au lieu que ça parte dans tous les sens et que ce soit ensuite pourri par des infiltrations venues probablement de la place Beauvau avec des Black Blocs, avec des antisémites, avec des islamistes, etc., pour donner une image, en fait, pour pourrir l'image du mouvement aux yeux du grand public français, et vous avez vu ce qu'il en est resté, c'est-à-dire rien, ben je peux vous dire que si à l'époque, les gens qui avaient un peu émergé avaient eu la sagesse, comme je leur avais suggéré, de nous rallier, et de faire comprendre à la masse de la population française qu'il y a un mouvement politique qui a montré sa fiabilité depuis 18 ans, qui se situe au-dessus du clivage droite-gauche, dont toutes les analyses ont été validées par les événements, et dont l'honnêteté et la sincérité se mesurent au fait qu'il est totalement blacklisté par les médias tenus par les milliardaires, parce qu'ils savent que s'il y a un vrai danger en France de remise en cause de leur pouvoir et de leur mainmise sur le pays, c'est l'UPR, c'est rien d'autre. C'est pour ça que nous sommes totalement invisibilisés médiatiquement, mais c'est pour ça qu'on voit effectivement des annonces sur le 10 septembre, des manifestations, etc. Voilà, vous vouliez savoir ce que j'en pense, voilà ce que j'en pense.